Voilà, donc comme on vous l'a présenté tout à l'heure, ce projet d'école de couture était finaliste au Terra Award dans la catégorie développement local. Et donc, c'est un peu pour ça que on m'a invité à prendre la parole ce soir. Et donc, je remercie déjà Thomas et le CERA pour l'organisation de ces conférences à Bruxelles et de l'organisation de l'exposition. Et bien sûr, rapidement, on a échangé et on pensait que c'était intéressant de présenter le projet de l'école de couture au Niger, mais en faisant la transposition, bien sûr, en Belgique de cette expérience-là en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que ça donne dans le contexte belge, et pour cerner les potentiels et les obstacles. Donc, rapidement, je voulais vous présenter les grandes lignes du projet, les grands chiffres. Donc, c'est une petite école, donc c'est pour vous montrer un peu la progression quand ça part parfois d'un projet à petite échelle. Il y a eu la construction de cette école, puis ensuite un concours d'architecture pour la construction du pavillon d'architecture en terre au musée à Niamey. Ensuite, il y a eu la construction de 2 prototypes d'habitat. Et puis, de fil en aiguille, on en arrive à des constructions de bureaux. Et puis, il y a un projet de construction de 320 logements sociaux qui est en cours pour le moment au Niger. Donc, c'était pour illustrer le fait que parfois on commence petit et puis, au fur et à mesure, ça prend des grandes proportions. Les grands chiffres clés du projet de l'école de couture, pour avoir un peu en tête le contexte, c'est qu'on avait peu de moyens. Donc on a construit pour 98 € du mètre carré. On a utilisé 90% de matériaux locaux et grâce à toute une série d'actions, d'activités, 2000 personnes ont été informées de la construction de l'école de couture et de ses techniques et du patrimoine utilisé. Rapidement, puisque je vais vous parler de cette expérience et de la transposer en Belgique, mais je voulais quand même vous présenter le projet dans ses grandes lignes. Donc, qu'est-ce que c'est l'école de couture ? C'était la construction de salles de formation professionnelle pour des jeunes femmes qui apprennent le métier de couturière. Donc, il fallait construire ces salles et la technique utilisée est l'adobe. Donc, c'est un bloc de terre cuit, séché au soleil, pardon, et les toitures également sont en terre avec la technique de la voûte nubienne. Par ailleurs, un grand préau a recouvert toute l'école, ce qui permettait d'avoir des surfaces protégées à l'extérieur et ce qui permettait également de protéger de la pluie et de créer des systèmes de ventilation naturelle au sein des classes. À l'intérieur, on a réalisé des enduits à base de terre rouge et de gomme arabique. Donc c'est une espèce de sève d'arbre qui est d'ailleurs utilisée dans les cosmétiques en fait en Europe et qui pousse là-bas. Donc c'était un mélange connu des maçons avec qui je travaillais au Niger. En ce qui concerne les enduits extérieurs, il y a eu l'application de 3 couches d'enduits à base de terre qui venaient plutôt du fleuve. Et la dernière couche de finition était réalisée par les artisanes en provenance du village de Ayuru qui ont cette technique de décorer leur maison au moment des mariages, parce qu'il faut que la maison soit belle, un petit peu comme la mariée. Tout ça à base de produits naturels pour la plupart. Autour de ce projet, ce n'était pas uniquement de la construction. Il y a eu pas mal d'activités, des ateliers pour enfants, des formations professionnelles et une fête des métiers. Donc les portes du chantier étaient ouvertes et donc il y a plusieurs personnes qui sont venues voir le chantier, plusieurs écoles. Et un petit clin d'œil, c'est que en fait ça a été inspiré de la Belgique puisque quelques mois auparavant on s'était retrouvé à
Tsarlespa, où il y avait une fête des métiers traditionnels. Et il y a eu tout un cycle de conférences qui s'appelait les matinées de l'architecture en terre. Ça a été inspiré du centre urbain ici à Bruxelles, qui organise, et je crois qu'ils organisent encore, les midis de l'architecture. Donc voilà, c'est toutes des inspirations, aller-retour, Belgique, Afrique. Ici, c'était une formation professionnelle donc de leur technique d'enduit pour les jeunes femmes et les jeunes apprentis du quartier. On est en zone périurbaine. Et ici, je voulais vous illustrer que ce projet a été aussi l'opportunité de faire des expérimentations sur certaines faces afin d'obtenir un mur qui permettait de résister à l'érosion et à la pluie. Et donc, voilà, je vais vous expliquer par la suite, mais c'était un petit peu les questions de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a comme matière, comme matériaux, qu'est-ce qu'on a comme savoir-faire, et de là, on développe des expériences et on développe des nouvelles façons, des nouvelles réinterprétations de faire sur l'école. Voilà, je voulais vous brosser quand même rapidement ce que c'était l'école de couture au Niger, pour ensuite arriver un petit peu à cette transposition en Belgique. C'est sûr que cette expérience au Niger m'a beaucoup fait penser aux écrits de André Ravero, qui parle d'une justesse dans le geste et d'une émotion esthétique qui est liée en fait à des contraintes, à une économie de l'effort et à une restriction des matériaux. Pour vous situer, donc voilà le Niger, le Mali, on est en zone sahélienne. Donc il y a la chaleur, la sécheresse, il y a des problèmes de désertification. On est en zone d'enclavement, donc on a peu de matériaux importés, ou si on en a, ils sont très chers. Donc les questions se posent de quelles ressources on va utiliser. Voilà, pour vous mettre un peu dans le contexte, il fait 40 degrés à l'ombre. Alors c'est sûr que chaque geste compte. L'économie de l'effort est importante et l'utilisation des ressources locales prend tout son sens. Par contre, ça c'est un extrait d'une maison décorée au Mali lors d'un concours qui a eu lieu en février dernier et qui aura lieu encore en février prochain. C'est que vous avez des savoir-faire sur place et des personnes qui connaissent toute une diversité de techniques et de matériaux. Donc on trouve toutes sortes de matières locales, des plantes, des calebasses, des pierres, des fibres végétales, et ça demande à être porté à la connaissance de tous. Donc on est vraiment dans une biodiversité, un écosystème constructif qui demande qu'à être investigué, et justement de se retrouver dans ce contexte avec des énormes contraintes, c'est là que ça suscite l'innovation. Donc je pense que c'est parfois intéressant, voilà, de se retrouver dans des contextes hors de la Belgique qui vous permettent de vous poser ces questions-là. Puis quand vous revenez en Belgique, ben là vous arrivez un peu à faire abstraction de toute cette multitude de matériaux possibles quand vous êtes architecte et que vous devez choisir pour les détails de vos plans et de votre architecture. Bon, voilà, quand vous êtes dans un contexte comme ça où il n'y a pas trop le choix, ça pousse à la créativité. Et voilà, suite à ces projets à l'étranger, j'ai fait ce constat de pratiquer l'architecture qui était différente de celle que je connaissais. Et c'était simplement, enfin, le mot artisanat, c'était pour mettre justement un mot sur cette façon de pratiquer. Il s'agissait de trouver, de regrouper dans un concept ce mode d'action et de l'illustrer, et pour en extraire les lignes principales qui sont sorties de cette expérience de l'école de couture au Niger. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'ai appelé l'artisanat. C'est une façon de faire l'architecture où on trouve tous notre place, que ce soit l'architecte, l'entrepreneur, l'ingénieur, l'artisan, le maçon. Et
je pense que c'est en décloisonnant comme ça et en prenant le temps de tous de pouvoir s'exprimer, que chacun puisse amener ses compétences, qu'on va vraiment trouver des solutions et qu'on ne part pas sur les acquis, les façons de faire classiques. L'artisanat, c'est aussi prendre le temps de faire les choses ensemble, et ça permet, c'est une façon de pratiquer qui permet aux architectes de se repositionner dans le domaine du concret, parce que j'entends souvent des collègues qui sont ici à Bruxelles, et puis bon, ben, c'est sûr que quand on est derrière son ordinateur, parfois je pense qu'on perd un peu pied avec la réalité, le concret. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des artisans qui sont fiers de leur travail, et puis ça donne aussi des bâtiments qui ont été appropriés par les gens qui ont participé aussi à la construction. Et puis ça se traduit aussi par des générations qui peuvent s'approprier le matériau dès le plus jeune âge. C'est un matériau qui touche toutes les générations, et c'est un apprentissage par la matière et par les sens avant l'apprentissage par la théorie. Voilà. Je parlais de musique tout à l'heure, mais c'est aussi une expérience musicale là-bas, c'est parfois de jouer de façon empirique et intuitive et avant de cérébraliser. Donc on passe vraiment par une expérience plutôt corporelle. Donc le transfert en Belgique, qu'est-ce que ça amène comme réflexion de ces expériences-là dans notre contexte? C'est que quelque chose de très important, c'est, je pense qu'il faut décloisonner. Il faut que c'est très important, par exemple, ce genre de conférences et puis d'expositions. Et petit à petit, si c'est possible, de toucher les autres secteurs, la jeunesse, le scoutisme, le secteur santé. Je pense que, ce soir, j'étais curieuse de savoir s'il y avait un maçon dans la salle. Ça peut être intéressant d'avoir d'autres rencontres où il y a des électriciens, des plombiers, des infirmiers, des pompiers et des agents immobiliers, des médecins, et que je pense que c'est la question de la construction, ça touche tout le monde, tous les secteurs, on apprend des choses quand on échange entre professionnels, et puis on apprend des choses aussi quand on échange avec les autres secteurs. La question qui est assez qui saute un peu aux yeux aussi quand on est en Afrique de l'Ouest, c'est architecte et entrepreneur. Est-ce que c'est vraiment deux métiers? Ça, je pense que, j'ai l'impression que BC peut mieux en parler, parce qu'il se retrouve vraiment dans ce côté concret là. On fait nos plans en tant qu'architecte, on fait nos cahiers des charges, mais il y a un moment aussi, on est sur chantier, on se réapproprie vraiment la façon de construire, et il est certain que dans les contextes que j'ai vécus, je passais plus de temps sur chantier que à réaliser les détails techniques qui finalement de toute façon n'allaient pas être suivis de cette façon-là. Et ce qui était pas plus mal, c'était intéressant, parce que du coup, c'est en échangeant avec les artisans que on arrivait à des solutions techniques aussi, auxquelles j'aurais forcément pas pensé toute seule. L'organisation de la filière, donc ça, on rejoint un petit peu le décloisonnement, où dans la filière, il y a les producteurs de matériaux, les entrepreneurs, les artisans, les maçons. Pour le moment, on est sur le travail d'un réseau. Donc, comment arriver à décloisonner, comment utiliser aussi l'impact numérique. Ça, c'est une force très grande aussi du moment. On a parlé de position des planètes, d'alignement, que c'était le moment, mais il y a aussi, on peut aussi utiliser cette révolution numérique pour sensibiliser les gens autour de nous et les gens qui connaissent pas forcément ce domaine-là. C'est sûr que qu'on diffuse l'info, mais a priori, il y a déjà beaucoup de gens qui sont sensibles à l'info que vous diffusez. Donc, quelle méthode mettre en place pour amener l'information jusqu'à des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui, a priori, n'étaient pas forcément réceptifs à ce genre de sujet. Donc ça, c'est toutes des questions sur lesquelles on est en train de travailler. On touche presque au secteur du marketing, en fait, et d'arriver
définir les publics cibles, les panels, et utiliser les mots adéquats pour convaincre différents publics. Et ça, pour ça, je pense que l'exposition Terra Award décloisonne et arrive à montrer toutes sortes d'architecture en terre contemporaine pour tous les budgets. Et dans ce sens-là, je pense que c'était une belle réussite et qui nous sert aussi là-bas en Afrique de l'Ouest. Là, voilà, on revient à ces questions de matières premières, de ressources. Vous voyez une photo des pêcheurs de sable en bas à gauche. Voilà, on sait que les ressources en sable de construction sont en train de s'épuiser. Ça crée des règlements de l'écosystème, notamment dans le fleuve Niger. On est face aussi à les pouvoirs des cimentiers qui nous bombardent de pubs comme ça. Donc je pense qu'il va falloir qu'on agisse en termes de publicité aussi pour répondre par rapport à ce genre de publicité. Et d'un autre côté, vous voyez les carrières locales et le matériau qu'on trouve sur place, juste à côté du chantier. Et dans ce sens-là, c'était très intéressant pour moi la conférence d'avant, parce que il y a une grande question aussi, à Bamako, à Niamey, c'est vraiment, quand on construit en terre, en zone rurale, et c'est très très différent de la problématique quand on est en zone urbaine. Donc je pense que voilà, des travaux comme Terre de Paris, ou on espère Terre de Bruxelles, et pourquoi pas des terres de Bamako, je pense permettraient vraiment d'avoir un impact en zone urbaine. Et ce qui m'amène un petit peu en guise de conclusion à une réflexion sur une vision globale et sur la permaculture comme un mode d'action. C'est-à-dire que c'est l'idée du capital naturel, qu'il faut traiter la nature comme un capital et non pas comme un revenu. Donc c'est tout ce travail sur à la fois les ressources de matière, la construction, les ressources alimentaires autour de nous, et donc la façon dont on va travailler, l'architecture et les terrains qui nous entourent rejoignent un petit peu ces questions sur l'architecture en terre, de travailler ensemble au niveau local et dans la diversité. Et en conclusion, il me semble pour moi que c'est pour cela que nous parlons d'architecture en terre aujourd'hui, car elle soulève des questionnements afin de développer des modèles de vie différents, et car c'est l'expression d'un désir de renouveau. Voilà, merci pour votre attention. Non, voilà. Merci Odile pour cette intervention. On embraye tout de suite. Oui. Ouais. Avec Benoît. Bonjour Benoît. De RYA. Et qui va donc nous faire part de son expérience dans l'utilisation de la terre et de la paille ici, dans différents projets d'aménagement intérieur. Donc, bonjour à tous, moi je suis Benoît Van den Brede. On travaille dans un atelier d'architecture ici à Bruxelles, Responsible Young Architect. C'est un atelier qui a été créé en 2011. Et alors, pour situer un petit peu, on est 3 architectes et 2 ingénieurs civils. Et alors, au bureau, il y a 2 parties. Il y a une partie vraiment liée aux études énergétiques, avec 2 ingénieurs civils qui s'occupent de faire des études de bâtiments passifs, de concevoir des bâtiments bioclimatiques, de faire des simulations dynamiques. Donc, d'un point de vue énergétique et thermique, c'est vraiment un point très très important pour nos bureaux. Et alors, de l'autre côté, il y a aussi 3 architectes au bureau. Et alors, là, on développe plus des projets en lien avec le côté énergétique, d'une part, et d'autre part, lié à tout ce qui est à l'éco-construction, et donc d'utilisation de matériaux tels que la paille, la terre, le liège, la cellulose, enfin tous ces matériaux-là. Voilà. Donc on se concentre vraiment sur ces 2 types de projets, les projets liés à la performance énergétique et les projets liés
aux matériaux écologiques. Alors, quand on pense architecture, on voit généralement des belles images de magazines, des émissions de télévision qui font vraiment la part belle aux espaces, au volume, aux salles de bain, aux cuisines. La construction, c'est aussi devenu depuis quelques années vraiment l'énergie à tout prix, l'économie d'énergie, l'utilisation de moins en moins importante par bâtiment, quitte à mettre 24 cm de polyuréthane dans des bâtiments passifs, etc. Donc on parle souvent architecture, on parle donc espace, on parle performance énergétique, mais on parle rarement de matériaux sains, trop rarement. Et donc il ne suffit pas spécialement de concevoir des bâtiments avec des espaces de vie agréables, des bâtiments économes en énergie. On peut aussi essayer d'y apporter la partie éco-construction, la partie matériaux. Et donc c'est ici que la construction en paille ou en terre prend tout son sens, parce qu'en tant que concepteur, en tant que maître d'ouvrage, on a vraiment le choix de troquer un semi-remorque de polystyrène par une remorque de ballots de paille qui permet également d'isoler un bâtiment et de faire des bâtiments passifs. Donc voilà, c'est pour insister que chaque acte et chaque élément qu'on a en tant que concepteur ou maître d'ouvrage a vraiment un impact sur l'architecture, mais aussi sur son environnement, et ça pour les décennies à venir. Une autre idée qu'on développe au bureau, c'est qu'il faut que les gens puissent se réapproprier vraiment l'acte de bâtir, démystifier la construction, faire des éléments qui sont simples à mettre en œuvre, pas simplistes, mais en tout cas accessibles à beaucoup de monde. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous présente un exemple qu'on a réalisé au bureau de cloison en terre-paille. Juste pour situer le projet, il s'agit d'un arrière-bâtiment existant qui a été entièrement réisolé au rez-de-chaussée avec des ballots de paille, en toiture avec de la fibre de bois, et à l'étage. Voilà. Donc on a au rez-de-chaussée une pièce de vie, et alors et un hall d'entrée, et à l'étage, sous les combles, on a les espaces de vie et les salles d'eau. En plan, ça ressemble à ça. Et la partie concernée, c'est donc toute la partie qui délimite l'espace, le grand couloir, espace de jeu, et donc l'ensemble de ces cloisons courbes-là, et les cloisons qui séparent les différentes pièces. Voilà. Alors de façon très très claire et schématique, on part d'une ossature bois traditionnelle, comme pour construire une simple cloison. On y ajoute des cales d'une épaisseur de plus ou moins de 2 cm. Et puis ensuite, on vient mettre un coffrage. Donc ça permet toutes les formes tant que le coffrage peut suivre. Donc là, dans le projet, il y a toute une partie qui est courbe. Une fois que le coffrage est fixé, il faut préparer le mélange. Donc dans ce cas-ci, c'est de la terre qui vient du jardin de ce projet-là. Donc c'est pas la terre arable, évidemment, c'est la terre qui est plus en dessous, qui était plus argileuse. Elle est mélangée avec de l'eau pour faire un badigeon de terre. Et les ballots de paille aussi sont défaits, les différentes galettes sont défaites, sont secouées, sont mélangées. Et voilà, tout ça mélangé est introduit à la main, du coup, dans le coffrage. C'est important de passer entre la structure en bois et le coffrage, d'où l'importance des cales, pour enrober au maximum la structure bois et éviter les fissures par la suite. Il faut quand même bien les damer, les laisser sécher un petit peu, mais dès que c'est suffisamment sec, on peut décoffrer et on peut venir réutiliser le coffrage pour faire l'étape suivante et monter comme ça la cloison au fur et à mesure. Une fois que l'ensemble de la cloison du terre-paille est mis et sec, comme les enduits terre traditionnels, on vient mettre une couche de corps, les toiles de jute pour éviter les fissures par la suite, et les enduits de finition
qui là, dans ce cas-ci, venait du commerce pour avoir un aspect tout à fait homogène. Donc concrètement, on avait le grand espace au niveau de l'étage. On a implanté les différents locaux. On est parti avec une lisse basse, une lisse haute pour éviter de percer les freins de vapeur et l'isolation de fibres de bois au-dessus. Et ensuite, commencer l'ossature bois. Une fois qu'il y a l'ossature bois, on a mis en œuvre les coffrages. La terre qui a été puisée dans le jardin et puis mélangée, tamisée puis mélangée avec de l'eau. Les ballots de paille pour faire le mélange de base qui vient vraiment dans la cloison. Alors l'idée de la cloison initialement c'était d'utiliser des briques de terre crue, mais vu le poids et vu la structure, ce n'était pas possible, et donc l'avantage de la cloison en terre paille c'était de limiter fortement le poids de la cloison. L'idée aussi qui sous-tend tout ça, c'est que donc c'est facilement, on peut facilement mettre ça en œuvre. Il ne faut pas vraiment beaucoup d'outils. Il faut une table à hauteur de travail pour éviter de se faire mal au dos. Il faut des bassines pour faire le mélange terre-eau, un tamis, un mélangeur. Et donc en fait, avec très très peu de moyens techniques, on peut n'importe qui peut mettre en œuvre ces cloisons et profiter de ces techniques-là. Donc on passe au mélange de la terre et la paille, et ensuite au remplissage des caissons, des cloisons. Voilà. Il faut après bien doser, de ne pas pousser trop, pas trop peu, sinon les coffrages bombent, ou il faut les... Enfin voilà, c'était un peu de mise au point pour éviter d'avoir trop d'éléments non planes. Voilà. Donc, comme je disais, on a besoin de peu d'éléments de coffrage, parce que les éléments de coffrage peuvent être réutilisés à chaque fois. Il ne faut pas faire trop d'auteur d'une seule traite, sinon on n'y accède pas. Il faut le temps que ça sèche aussi, et donc on peut réutiliser les coffrages au fur et à mesure. Donc l'ensemble des cloisons, là on voit qu'elles sont en cours de montage. Voilà, là on voit les cloisons avec le mélange terre-paille qui est dedans. À certains endroits, quand les cloisons, on avait été un peu optimiste par rapport aux angles et les arrondis. On avait parfois du mal à stabiliser, et donc on a rajouté quelques renforts dans les endroits les plus arrondis. Et alors ça c'est le résultat des cloisons avant l'enduisage. Ça, c'est au moment de la première couche de terre. Et puis l'évolution avec simplement les finitions, où par la suite on ne remarque plus du tout la partie terre-paille qui est derrière. Et voilà, ça c'est quand c'est terminé. Voilà. Merci Benoît pour cette intervention rapide. On va embrayer avec... Je retrouve mes papiers. Wow. Non, c'est pas un sketch. Avec Julien de chez PyTech, qui va nous parler des enduits. Ah bon ? Entre autres. Bonsoir. Voilà, je vais vous présenter un peu le travail qu'on mène depuis 2009 dans la société coopérative PyTech. On est parti d'une association, d'une ASBL qui faisait de la promotion de la construction en paille, qui s'appelait Grapaille, et qui aidait des autoconstructeurs à mettre en œuvre de la botte de paille sur chantier, pour finalement créer une entreprise, une coopérative qui avait pour objectif d'essayer de pouvoir construire des bâtiments en paille chez des gens qui ne vont pas forcément justement travailler dans un principe d'autoconstruction. Parce que voilà, on a trouvé qu'il y avait aussi des limites, que c'était très intéressant, et d'ailleurs que la construction en paille vient de là. C'est vraiment les initiatives individuelles
dans le monde entier qui ont fait qu'on a plein de références de différentes sortes. Ici à Paris, au sud de Paris, Montargis, la maison Feuillette, 1922, c'est un article de Science et Vie qui a mis un peu au jour cette construction. C'est l'ingénieur Feuillette qui avait fait ça. Cette construction, elle est dans l'état dans lequel on la voit là en bas. À droite, elle a été rachetée par le Centre français de la construction en paille, le RFCP, pour devenir le Centre français de la construction paille et un bel outil de communication. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le bâtiment. Elle répond encore à la RT 2015 aujourd'hui. Carottage dans la botte, etc. La paille intacte. Des images thermiques. Enfin, voilà, c'est vraiment une construction assez efficiente. Et de bon sens, a priori. Enfin, nous, ça nous semble être du bon sens. On va travailler effectivement, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, avec des matériaux locaux et qu'on va retrouver à peu près partout sur la planète. Enfin, peut-être pas forcément la paille, mais des matières végétales, des fibres végétales, de l'argile qu'on trouve abondamment sur toute la planète, et puis et du bois. Et finalement, on n'a rien inventé du tout. Hein. Vous savez que c'est des systèmes constructifs qui existent depuis que l'homme construit, c'est d'utiliser les matériaux qu'il trouve sous ses pieds. Alors, ce qui nous semble intéressant dans l'usage de matériaux végétaux au-delà de la terre, et donc faire l'association entre l'argile et le végétal, c'est de travailler avec les plantes pour fixer du carbone. Donc on connaît les problèmes climatiques aujourd'hui. L'isolation, à notre sens, ne suffit pas à simplement résorber le problème. Effectivement, c'est intéressant important d'isoler ces maisons. Mais créer des puits de carbone, en tout cas essayer de ne pas consommer d'énergie dans la fabrication des matériaux, c'est très important. Et les plantes font ça naturellement. Pour fabriquer 1 tonne de matière végétale, on stocke 1 demi-tonne de carbone. Alors elle ne disparaît pas, ce carbone ne va pas disparaître, mais on va pouvoir le déphaser dans le temps. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Les forêts primaires au Carbonifère, c'est devenu du charbon, et on a tout cramé en 100 ans. Donc évidemment, là, c'est un problème, mais si on avait laissé ça un peu tranquille, on n'aurait pas les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Alors ces chiffres-là, bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Un fabricant de polyuréthane, il vous montrera d'autres chiffres qui raconteront autre chose. Moi, j'ai présenté ceci. Si on s'attaque à l'énergie dans le bâtiment, tout le monde est capable de faire des maisons basse énergie ou passives avec différents matériaux. 24 cm de polyuréthane, c'est 46 cm de paille. Si on arrive avec la barre orange à une consommation identique dans toutes les maisons, après, ce qui est intéressant, c'est de voir sur 100 ans combien d'énergie il a fallu pour construire la maison. Et dans certains cas, a priori, il faut autant d'énergie que pour chauffer un siècle une maison quand on construit avec des matériaux qui vont être issus de l'industrie pétrolière, par exemple. Et donc aujourd'hui, le curseur, il nous semble intéressant de travailler sur les matériaux au-delà de travailler sur l'isolation. Alors la construction en paille, elle vient du Nebraska. Enfin, en tout cas, au Nebraska, des agriculteurs paysans ont fabriqué des botteleuses, ont assemblé de la paille au lieu de les faire en meule, en bottes, et simplement on fait un empilage comme une maçonnerie de ballots. On appelle ça la technique du ballot porteur, même si, en faisant pas mal de tests, on se rend compte que ce n'est pas le ballot du tout qui porte, mais plutôt les enduits. Et donc, on va comprimer des ballots de paille avec une lisse haute, une lisse basse. Les petits picots qu'on voit là, c'est du noisetier taillé au canif, ça n'a rien de structurel, c'est juste pour mettre en place. On pique les ballots, on met aussi quelques toges en bois pour assembler, et puis on comprime avec différents outils, des sangles, un Manitou, ce qu'on veut. Et puis on fait un voile d'enduit des deux côtés. Et ce voile d'enduit va jouer vraiment un rôle de voile contreventant, et aussi prendre une certaine quantité de descente de charge dans les enduits. A priori, le problème, c'est que il n'y a pas un ingénieur, en tout cas en Belgique, qui va valider ça. Donc il n'y a pas de DTU. C'est un peu un souci, quoi. Ça bug, il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les codes et tout ça, donc on ne peut pas construire comme ça. Enfin, en tout cas, on peut le faire quand on prend ses propres responsabilités, et donc ça fonctionne très bien. Alors ça, autant ce genre d'image a séduit plein de gens et ça a encouragé plein d'autoconstructeurs à faire leur maison en paille eux-mêmes, autant ça a amené des aspects très péjoratifs de la construction en paille. C'est un truc de beatnik, il faut boire des pintes, faire des barbecues et on construit sa maison. C'est vrai, hein, c'est chouette de boire des pintes en construisant sa maison. Mais voilà, quand on arrive, nous on a voulu, en faisant de la préfab, on verra qu'on fait de la préfabrication, à essayer d'arriver sur des marchés publics, notamment des écoles ou des grands bâtiments. Si on montre ça, merci nif nif naf naf,
Si on vient de rentrer chez vous, les 3 petits cochons, ça marche pas, ça nous revient sans arrêt. Et donc, tant qu'à faire, on va essayer de ne pas voir trop la paille. Là, c'est déjà un peu plus propre. Alors, toujours, ces bâtiments sont hyper efficaces, mais il y a juste que la mise en œuvre. En fait, l'énergie dans ces bâtiments-là, c'est de l'énergie de main-d'œuvre. Il faut énormément de personnes, beaucoup de temps. Et donc, on ne va pas passer ça dans des bureaux d'études, on va la passer à se relever les manches et à faire ça. Et ça va fonctionner. On peut même décorer avec des cactus, tout ça, c'est chouette. Alors, il y a le Nebraska qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu avant, sauf que là, on n'utilise pas un mélange de terre-paille, mais de nouveau de la botte de paille. Et on utilise un coffrage léger avec du petit chevron, qui sert aussi en autoconstruction. C'est assez pratique pour les gens qui n'ont pas trop le coup de patte avec la règle pour dresser des enduits. Ça permet de donner des guides pour faire un enduit de chaque côté de la botte. De nouveau, quand on monte ça à un ingénieur, il tique un peu. C'est un peu sous-dimensionné au niveau des structures. C'est pas donc, de nouveau très simple de faire passer des projets comme ça. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Et alors chacun, il va de son petit bricolage ou de ses petits essais pour améliorer les coffrages ou les détails techniques, etc. Alors, une petite page de pub. PailleTech, nous, on a décidé donc de faire ça, en fait, de tout l'héritage qu'on avait vu sur différents chantiers, de se dire, on va faire ça à l'abri dans un hangar. Ça va être sans doute plus simple, à l'abri de la pluie, etc. Quand on voit le camion de paille qu'on a amené tantôt, effectivement, sur une petite construction, ça tient la route, mais centre-ville de Bruxelles, amener 5000 ballots de paille ou 10 000 pour construire une école, ça commence à être plus compliqué. C'est plus simple d'en commander 40 000 ou 30 000, de les stocker dans un hangar, de pouvoir gérer aussi les apports de paille en fonction de la saison. Si on veut construire que en paille, on construit maintenant une maison par mois, il faut gérer un stockage. Donc on prend à la bonne saison, on le stocke, et à des bons coefficients d'humidité, et puis on avance comme ça. Et donc on a un système de modules, malgré qu'on c'est chaque fois des maisons sur mesure, mais finalement on a toujours construit avec des modules. Un bloc en béton, c'est un module, une brique, c'est un module. Voilà, c'est des grosses briques. On va essayer de réaliser des éléments, donc c'est une ossature bois. On a des planchers en bois massif, des murs en paille avec des enduits d'argile, et puis des toitures aussi isolées en paille. On a voulu impérativement, malgré qu'on préfabriquait, aller vers garder de la terre, de l'argile. La plupart des constructeurs préfab en paille aujourd'hui en Europe, ils ont fait le choix, peut-être un peu plus simple, de travailler avec des ossatures traversantes et du caisson, et de mettre un panneau sur chaque face, accroché à la structure. Nous, ça nous semble... Bon, c'est intéressant, mais c'est un peu dommage. C'est un peu remplacer de la cellulose par de la paille ou un autre isolant, mais se compliquer un peu la vie. C'est vrai que l'isolant est local, c'est bien, mais ce qui est vraiment intéressant, on pense, dans la construction en paille, c'est que c'est le seul isolant qui peut porter un enduit, qui peut accrocher un enduit en grosse épaisseur. Si évidemment, il y a des panneaux de fibre de bois, on ne pourra jamais mettre 5-6 cm d'enduit sur un panneau de fibre de bois. Sur de la paille, on peut. Et donc, on en revient à des constructions beaucoup plus monolithiques, et l'enduit remplace le frein vapeur, fait la finition, amène de l'inertie. Et donc, voilà. Et donc, on a voulu vraiment continuer avec de la paille, et donc mettre la technologie au service de l'enduit de l'argile. Voilà, une tondeuse, des bassines, une chaîne. Donc, c'était un peu le début de se dire, ouais, on va industrialiser, ça va être trop bien. Et voilà, on a commencé avec 15 tonnes de terre en vrac au milieu de l'entrepôt, des tas de sable, une bétonnière, des bassines, une tondeuse, beaucoup de solitude et de bière. Et on a fait quelques bâtiments comme ça. Et puis au fur et à mesure, apparaissaient erreurs, commencer à développer des machines, des outils, mettre en œuvre différemment, aller sur chantier avec les éléments qu'on avait préfabriqués, et donc voir les détails où ça allait un peu moins bien et corriger. Et jusqu'à aussi faire travailler avec des centres de recherche pour développer des enduits d'argile. Parce que la grosse problématique, finalement, de la terre crue, c'est que c'est cru, que ça va moins vite, qu'il faut un long temps de séchage, etc. Et donc, on s'était dit, on va essayer de faire des enduits qui restent naturels, mais qui sèchent plus vite. Et pour qu'un enduit sèche plus vite, on met moins d'eau. Donc, ça sèche déjà beaucoup plus vite. Et alors, pour mettre moins d'eau, on travaille comme des bétonneux. On regarde la granulométrie et on optimise l'étalage granulométrique. Donc on a regardé d'abord les ressources qu'il y avait autour de nous, dans les magasins de sable, les fournisseurs de sable, sur quelques sables qu'on savait se fournir facilement, d'autres éléments comme du porphyre par exemple, Métais, voilà, c'est pas loin, le sable PailleTech, en fait c'est le sable de chez Monsieur Joassin à côté de chez nous. Et puis on regarde la courbe granulométrique,
On regarde aussi les argiles qu'on a envie d'utiliser. Là, c'est une carrière aussi pas très loin, Reims, la viscosité. Et puis, on essaye de se rapprocher d'une courbe qui s'approche des courbes des cimentiers. Et donc, que tous les petits grains s'agencent vraiment bien pour que ça coule tout seul, sans mettre d'eau. C'est très raccourci, hein, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, on fait des petits carrés, c'est chouette. On en fait 500. On fait ça dans un laboratoire. On mélange tout avec un petit pilon. Et on est arrivé à des trucs hallucinants, mais vraiment très résistants, des résistances mécaniques proches d'instabiliser. Enfin, on peut arriver à des résistances très très élevées, à des quantités d'eau sur une tonne d'enduit. On descendait en dessous de 50 litres d'eau, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport à un enduit d'argile qu'on va mettre plus empirique, et donc ça séchait beaucoup plus vite. Et puis on fait des tests en grand dans l'atelier, et c'est complètement foireux. Ça n'a pas marché du tout. Parce qu'on était dans des mélanges tellement précis qu'en fait, c'est pas reproductible pour nous avec les outils qu'on avait. Quand on mettait 2 litres d'eau en trop dans un mélange d'une tonne, ça changeait complètement les propriétés du matériau. 5 minutes. Donc voilà, on en est revenu un petit peu, ça nous a appris beaucoup de choses, mais voilà, c'était compliqué. Et en fait, c'est possible, mais dans une grosse industrialisation, il faut être ultra précis. Quand on commence à avoir des mélanges les plus optimisés, il y a 5 charges différentes ou 6 charges. Il faut défloculer l'argile, enfin, il faut travailler vraiment un peu de manière trop précise. Et donc, on est revenu sur des enduits un peu plus empiriques, mais on les a mis en œuvre différemment pour essayer d'améliorer ça. Donc, on a aussi beaucoup travaillé sur les ossatures, sur le remplissage de la paille avec des outils qui nous permettent de les comprimer très fort dans une structure. On a un grand entrepôt de 3000 m² avec un pont roulant et on fait toutes les phases à plat. Donc une fois qu'on a construit les éléments, la structure, on remplit de paille, on comprime, et puis on a modifié un bac mélangeur qu'on voit là en haut à gauche, qui est une machine agricole. On peut mélanger une tonne d'enduit à la fois. Et puis on voit dans la face là en bas à droite, on met d'abord une première couche d'enduit qu'on lisse uniquement sur les bords, ce qui nous permet de coller un tape Contega qui va permettre de faire l'étanchéité à l'air et tous les raccords, pour pouvoir aussi faire des bâtiments étanches à l'air, vu qu'on utilise la paille comme frein vapeur et comme étanchéité à l'air. Mais au raccord, on a besoin de membrane. Donc on fait cet enduit en une première couche, et on voit qu'il est très structuré, très ouvert. Ça permet d'accélérer le séchage, notamment, parce qu'il y a plus d'échanges, plutôt que de le serrer. On va plutôt l'ouvrir, créer des points de fragilité, ça limite aussi la fissure. Et puis après, une fois qu'on a tout noté, que la première couche a séché, on vient mettre notre deuxième couche. Donc on arrive avec entre 4 et 6 cm d'enduit à la surface de chaque mur. Donc on a environ 100 kg d'enduit par mètre carré de mur en paille. On intègre aussi toutes les techniques électriques dans l'épaisseur de l'enduit. Comme ça aussi, quand on se retrouve sur un chantier, l'électricien ne pète pas un câble en disant c'est quoi cette affaire, des murs en paille complètement chalés, enfin ça ne va pas, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de plan. C'était très compliqué aussi, on construit son gros œuvre, et puis après il y a plein de gens qui viennent derrière et qui ne comprennent pas. Et donc arriver avec des choses un peu plus conventionnelles, on a un mur bien lisse, on est plan CSTC sous une règle, enfin tout va bien, et un électricien n'a plus qu'à tirer ses fils dans les tubes, quoi. Voilà, donc on a encore une page de pub. Une petite coupe ici, on voit qu'on a une ossature bois sur la partie extérieure qui fait 18 cm, les descentes de charge sont à l'extérieur du panneau, et on a toute la paille qui fait 46, qui passe devant les montants. Les blochets qui sont intégrés, les grands panneaux, tac. On essaye d'avoir une logique de préfabriquer le plus loin possible, d'arriver avec les finitions les plus abouties possibles pour faire le moins possible de trajets sur chantier après. Donc même, pourquoi pas installer déjà le chauffage dans les murs, plutôt que d'avoir des sols chauffants. On a un réseau de tuyaux, c'est assez simple sur la paille, avec des enduits par-dessus. Et alors là, quelques réalisations. On voit par exemple la toiture. Ici, c'est le gros œuvre. On a une volige plutôt que de mettre un panneau. C'est une volige, donc les clients gardent directement la face inférieure de la toiture apparente. Et les enduits, soit ils les gardent bruts, soit comme ici, ils ont un enduit de finition de 6-7 mm qui vient recouvrir les éléments. La préfab n'empêche pas de faire des formes un peu particulières. Enfin, on essaye d'éviter, s'il y a moyen, les architectes, de ne pas nous faire des trucs comme ça. Mais c'est possible quand même, si les clients ont des sous. On a fait aussi des chouettes projets, les architectes sont là, à Bézity, un habitat groupé, premier bâtiment un peu plus grand pour PyTech qui a eu un Batex. Et donc ça aussi, c'est quand même toujours de l'aide aux autoconstructeurs, parce que ce bâtiment-là, on n'a fait que le gros œuvre, et c'est les clients qui ont terminé tout le reste. Et finalement, quand on regarde les coûts proportionnels, on est peut-être à 30% du budget ou 35% pour le gros œuvre, et il y a encore beaucoup de choses à aller chercher derrière. Et donc, et par contre, on a un gros œuvre fermé très rapidement.
À force d'avancer, de faire plein de projets, d'avoir des clients qui font confiance, on a de plus en plus de gros projets. On vient de terminer une école, notamment, notre premier marché public important, 13 classes, où la direction a été jusqu'à aussi les enduits d'argile à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Et ici, un chai viticole à Autogame, où tous les panneaux qu'on voit là à droite vont être gardés bruts. Donc il n'y aura pas de finition, ils vont garder les panneaux apparents. Et les raccords seront faits juste avec du bois au raccord. Sinon, sur un chantier plus classique, on va venir mettre des matériaux d'interposition qui permettent d'accrocher l'enduit sur le bois, et puis après on fera tous les raccords à traiter. Mais là, ça va rester comme ça, très très brut. Et c'est un bâtiment qui fait 30 mètres de long, enfin on est sur 400 mètres carrés, là en paille, monté en 10 jours, et construit en 5 semaines à l'atelier. Donc ça permet quand même d'amener une efficience et d'être sur du gros bâtiment. La paille, ça ne brûle pas, ça c'est le bardage qui est en train de cramer. Mais ça, c'est un test en France qui a permis aussi pas mal d'avancées. Il y a un collège de 5000 élèves qui a été fait à Issy-les-Moulineaux, c'est pas nous. Là, l'enduitaire n'a pas été choisi, c'est des parois avec des intérieurs en OSB, je pense. Et suite à tout ça, et à la possibilité d'aller vite et de donner la confiance avec des agréments techniques, etc., certains bureaux commencent à venir avec des choses assez impressionnantes. Ça, on peut le montrer maintenant parce que c'est perdu. C'est un concours qui a été remis par Robrecht & Dams à Gand, qui voulait faire un 25 étages à Anvers en ballot de paille. Donc structure béton avec mur rideau en botte de paille. Et ils sont venus nous voir pour nous demander si on voulait bien le faire. On a dit oui. Je pense pas que... Bah bon, voilà, c'est chouette, ils ont perdu. Non, mais on aurait pu le faire, mais... On aurait pu le faire, mais ça nous aurait fait quelques suées et quelques nuits blanches, mais c'est possible. En fait, après, c'est juste agrandir l'entrepôt et se positionner, mais c'est complètement réaliste. Je veux dire, ça devient possible. C'est juste de l'organisation. Voilà, merci beaucoup. Et pour clôturer ces interventions, j'accueille Nicolas de BC Architects qui va nous parler de son expérience en Belgique, la construction, terre crue. Ouais, c'est ici. Merci. Bonjour. Voilà. Donc, moi, c'est Nicolas. Je suis un des partenaires de BC Architects Studies. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera 5 petits projets, enfin plus petits et plus grands, qu'on a fait en terre crue en Belgique. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu notre agence d'architecture. On s'appelle BC Architects and Studies, puisque, bon, voilà, d'un côté, on fait de l'architecture, mais au fil du temps, on a gagné une expérience en construction en terre crue. Et donc, on a voulu capitaliser ça en un petit bureau d'études de construction en terre crue. Et donc, beaucoup de nos projets, évidemment, sont liés entre BC Architects et BC Studies. Donc, voilà. Donc, le premier projet, c'est un petit peu comme ça qu'on est arrivé à la Terre, c'est la maison de chasse. Donc, tout a commencé, en fait, il y a 5 ans. On était tombé amoureux du pisé, comme beaucoup de gens, et donc voilà, d'un coup, on est tombé amoureux de la terre. Et donc, grâce au pisé, on a construit ce petit abri de terre de 55 mètres carrés, qui a été construit avec la terre qui vient du site, qui a été reformulée. En ce moment-là, évidemment, on n'avait pas encore énormément de connaissances en construction en terre, donc on l'a fait en coopération avec Quentin Chansavagne et Hugo Gaznier, qui à ce moment-là faisait partie du DSA de Cratère. Et donc, évidemment, le pisé est un système constructif qui est assez cher. On a dû passer par un système de workshop pour pouvoir baisser le coût, puisque la main-d'œuvre coûte le plus cher. Et je crois que là, sur la photo, il y en a quelques-uns déjà dans la salle. Et depuis lors, voilà, on a organisé pas mal de workshops, justement, parce qu'on trouvait aussi, évidemment, c'est super intéressant avec la terre, c'est de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir justement tous autour d'un matériau le toucher et voilà. Maintenant, évidemment, pour construire ce projet, on était architecte, mais après on a dû devenir en même temps un petit peu entrepreneur, organiser la production et la mise en œuvre d'un matériau sur site. Donc ici, on voit
on prenait la terre d'ici, elle venait dans un conteneur parce qu'on devait l'abriter de la pluie. C'est le grand problème de construction en terre en Belgique, évidemment. Et donc, ici, on avait nos graviers, nos sables qu'on avait achetés, qui préalablement avaient été reformulés au laboratoire Cratère à ce moment-là, et qui étaient mélangés dans une grande tente, en fait, et puis après mis en œuvre là-bas. Donc voilà, ici on voit encore un petit peu la construction, le marteau pneumatique de monsieur Michael Tonnes qui est dans la salle, je crois. Et donc du coup, voilà, on a construit ce petit bâtiment. C'était un bâtiment assez intéressant. Puis on s'est rendu compte que voilà, le workshop avait été assez intéressant. C'était énormément d'architectes qui avaient été présents pendant ce workshop. Et donc on s'est dit, le prochain projet qu'on va faire, si on le fait en Pisé, on organise un workshop pour des entrepreneurs. Et donc voilà, cette petite rénovation de maison. Donc ici, c'est pas encore rénové évidemment. Hein, et donc la rénovation typique, on va dire belge, où une annexe doit être construite à l'avance, détruire tous les courterets. Je sais pas comment on dit ça en français. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Là, on devait aussi installer 2 grandes citernes d'eau de pluie. Et donc, on avait un gros tas de terre qui était présent et on s'est dit, voilà, on va l'utiliser pour pouvoir faire des murs en pisé. Et donc là, on a juste construit 4 murs. Donc, il y en a un mur ici aussi en plus, en pisé, dont un qui reprend maintenant la moitié de la charge de la maison existante. Donc, comment est-ce qu'on a fait? À ce moment-là, on a commencé à créer différentes éprouvettes. Donc, d'abord, on analyse la terre qu'on a. Et à ce moment-là, on faisait encore des granulométries, des sédimentométries et plein de tests pour essayer de comprendre la terre. Mais finalement, le test le plus important dans notre consultance, maintenant qu'on fait, c'est surtout de passer par des éprouvettes. À ce moment-là, on faisait 100, 200 blocs pour être sûr d'avoir vraiment le bon mélange. Maintenant, on en fait un peu moins quand même. Et donc, on les passait sous presse. Et puis après, grâce à ça, on a un matériau qui est le plus résistant à la compression, à l'abrasion, et alors ce qui donne un mélange qui peut être fait sur site. De nouveau, là, on avait fait le mélange sur site. Ici, on voit les différents entrepreneurs flamands qui avaient participé au workshop, qui maintenant, certains continuent à faire du pisé. Ici, on voit nos éléments préfabriqués en pisé qui devait être construit justement 1 mètre devant l'endroit où il devait être mis en œuvre. Parce que un marteau pneumatique, ça fait 1 mètre de hauteur, donc c'était assez difficile de piser là. Donc c'est pour ça qu'ils étaient 1 mètre devant. Si on voit un petit peu la mise en œuvre avec les coffrages typiques de béton, puisque c'est des coffrages qu'on peut louer sur le marché belge très facilement. Et puis après les remettre, donc c'est pas un investissement très grand. Et le marteau pneumatique qui lui est nécessaire justement pour la technique. Ici, on voit les 4 murs. On n'a pas de photo finie du projet, puisque finalement, c'était assez difficile avec le client, mais tout s'est très bien passé. Pas pour la terre, hein, voilà. Un autre projet assez intéressant, je crois, c'est celui-ci. C'est notre premier projet de consultance qu'on a fait pour une construction de tours d'observation. Alors là, on n'est pas architecte, c'est les architectes qui nous contactent, puisqu'ils avaient fait partie du premier workshop qu'on avait fait, qui avait gagné un concours pour construire une tour d'observation en terre crue. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment y commencer. Mais ils avaient gagné le projet. Donc du coup, ils viennent vers nous pour demander qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on va faire. Et donc ils ont relancé un appel d'offres justement pour aide à la mise en œuvre, au projet de dessin. Et donc avec Cratère et Vessières, le bureau d'études Vessières de Grenoble, on a répondu pour pouvoir donner une consultance sur reformulation du matériau et en même temps aide technique sur plan détail. Alors le projet il est assez simple, c'est un cœur en béton et puis on a des anneaux en pisé, des murs qui font 80 cm d'épaisseur quand même, qui montrent la massivité du matériau. Ça donne un aspect très monolithique. Et donc on a des paliers et puis des escaliers qui montent, qui permettent justement de monter tout en haut et avoir une vue sur cet endroit qui est assez magique, qui est en fait une ancienne carrière de gravier,
qui a été réhabilité en parc naturel. Alors, ce projet, donc voilà, on est passé par... Oui, l'image est de très mauvaise qualité. Mais donc, en fait, là, sur ce projet-là, on est une ancienne carrière qui a été refoulée, enfin, carrière de gravier qui a été refoulée avec plein de terre de déblai, de remblai. Donc, du coup, on ne pouvait pas utiliser la terre du site vraiment. On a dû faire une recherche, d'aller voir sur toutes les carrières qui étaient dans les alentours pour pouvoir trouver les bons composants pour pouvoir faire un pisé, puisque les architectes avaient gagné un bâtiment en pisé. Donc ici, on nous voit dans les carrières de Nelis, qui sont des briquetiers en Belgique, qui nous permettent de trouver notre limon argileux, qui va être en grande partie notre liant dans le matériau. Puis on avait évidemment un peu plus loin sur la Meuse, puisque la même entreprise qui exploitait le gravier, qui s'appelle Bichterweert, qui eux avaient le gravier, ils avaient un tout venant qu'on pouvait utiliser, et une autre terre assez graveleuse. Donc c'était les composants avec lesquels on a reformulé la terre pour pouvoir faire le mélange. De nouveau, ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'était d'organiser un workshop pour pouvoir montrer aux gens ce que c'était cette construction en pisé, puisque pour tous les Flamands, limbourgeois autour de cet endroit, c'était assez nouveau. Il n'était pas possible d'organiser un workshop vraiment sur la construction en elle-même, puisque à ce moment-là, on est sur un bâtiment public, appel d'offres public, et c'était tout à fait impossible d'organiser, d'avoir une bande d'étudiants et d'architectes intéressés qui joueraient sur le chantier. Alors du coup, la construction, donc l'appel d'offres, c'était l'appel d'offres pour lequel nous on avait répondu. Donc c'était de répondre sur une consultance pour les architectes qui permettrait de créer leur cahier des charges pour après commencer à lancer l'appel d'offres entreprise. Le problème sur ce projet qui s'est passé, et c'est vraiment le grand problème sur tous les projets publics, c'est que au final, c'était différentes entreprises qui ont pu répondre sur cet appel d'offres, et au final, c'est toujours le moins cher qui gagne. Même si on donne des critères de qualification disant que voilà autant de références, des références en projet en terre crue, projet en terre crue extérieure, on en trouve toujours un qui arrive à passer sur les côtés et qui gagne. Et donc là, on a une entreprise qui est intéressée de construire le projet parce qu'il le trouve vraiment intéressant, mais qui ne connaît absolument pas le matériau, qui a un consultant qui lui connaît le matériau terre, mais qui n'est pas en capacité de pousser son entrepreneur général à vraiment faire les choses comme il faut. Et donc du coup, on a eu pas mal de problèmes sur le projet. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a eu vraiment énormément, dû justement à un entrepreneur qui n'était pas dans la même longueur d'onde que l'architecte et les consultants. Donc on a été redemandé d'aider sur ce projet pour pouvoir, sur la maîtrise d'œuvre. Et là, on a essayé de pouvoir aider. Mais donc, vous voyez, ici, on est sur des coffrages en bois, ce qui, au final, n'est pas grave si c'est bien fait, mais on n'est pas sur du coffrage, c'est pas du béton. Donc, si on prend un pied de biche pour enlever le coffrage, on casse le matériau pisé qui est derrière. Donc, voilà, c'était pas mal de choses qui étaient difficiles. Le mélange sur site, quand on a quand même 200 mètres cubes de terre à piser, à mélanger, c'est assez difficile à réaliser, surtout quand on est en hiver et qu'il commence à pleuvoir aussi. Mais finalement, petit à petit, tout s'est commencé à se faire et le projet a pu commencer à se construire 1 an et demi après, je crois, plusieurs discussions. Et donc finalement, ici on voit quand même le projet, le marteau et voilà. Mais donc le projet s'est bien passé, mais c'était un projet qui nous en tant qu'architectes et consultants qui sont dans la terre, nous a montré que c'est très important d'être entouré de personnes qui veulent vraiment avancer qui ont tous le nez dans la même longueur d'onde. Enfin, Neus in dezelfde richting, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et donc du coup, c'était quelque chose qui était important. L'avant-dernier projet que je vais vous montrer, c'est le Fort 5, un projet que nous avons construit et que nous sommes en train de construire, qui est en construction. Là, on est sur la technique de BTC, et là pour lequel on a vraiment fait en sorte d'avoir
même sur un projet public, d'être déjà en discussion avec l'entrepreneur qui allait construire, de pouvoir bien discuter avec le maître d'ouvrage sur ce qu'il allait recevoir comme bâtiment, et de bien pouvoir l'informer. Donc ça, c'est le projet. Donc, on est sur un hangar qui est déjà existant à Edegem, près d'Anvers. Et à l'intérieur du hangar, c'est une classe, en fait, pour les classes vertes, pour accueillir les classes vertes des enfants qui vont après, parce qu'il y a pas mal de nature autour, qui viennent un petit peu analyser le biotope des grenouilles et des choses comme ça. Donc ce projet va être construit à l'intérieur d'un hangar. Et donc on est sur des BTC et une enveloppe isolante de chaux chanvre. La ressource, c'est quoi? D'abord, c'est l'argile de Beaume, la des plus grosses carrières, je crois, qu'on a de briques cuites, qui est à Beaume. C'est la carrière de Wienerberg. C'est vraiment immense. Et là, ils exploitent jusqu'à 30 mètres de profondeur cette argile noire, qui est très, 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 très cohésive et qui était au final notre source pour commencer à faire nos briques. Il faut savoir aussi sur le fort 5, c'est un ancien fort. La maçonnerie est quelque chose qui fait partie du patrimoine de l'endroit. Et donc pour nous, c'était vraiment important de partir sur une maçonnerie. Mais cette fois-ci, c'est une maçonnerie de terre crue. Donc ça, c'est le système constructif. De nouveau, un slide horrible. Un système de maçonnerie qui fonctionnerait complètement en compression, puisqu'on sait que la Terre ne tient pas bien les forces de traction, mais surtout les forces de compression. Et pour cela, un système très pragmatique de voûte. Alors quand je parlais de workshop, là cette fois-ci on a organisé un premier workshop justement pour pouvoir montrer vraiment en amont du projet, même avant qu'il soit complètement dessiné, pour pouvoir montrer aux gens qui habitent autour des dégâts, mais surtout le maître d'ouvrage, pour leur convaincre que c'est possible de construire en terre crue, de produire soi-même des briques, de ne pas les acheter au magasin, mais de les produire soi-même. Et donc du coup, là, on a récupéré plusieurs sortes de ressources. On avait déjà notre argile grise qui venait de Wienerberg, mais on avait aussi un sable, enfin elle est ici, l'argile grise. On avait aussi un sable qui venait aussi de la carrière, qui était la première couche. Puis on avait des sables qu'on pouvait acheter dans les environs. Et donc de là, on a fait plusieurs reformulations de briques différentes, avec des stabilisations aussi à la chaux, au ciment, pour un petit peu avoir différentes valeurs différents mélanges, pour pouvoir après faire nos tests en laboratoire. On a aussi testé, là c'est avec des briques d'Argeo, notre système constructif pour voir s'il fonctionnait. Et puis après ce workshop, on était décidé que c'était possible. Et après le workshop, je crois que ça a pris. Donc on a fini de dessiner le dessin, on a rendu le permis d'urbanisme, puis après on a fait l'appel d'offres pour les entreprises. Et l'entreprise qui a pu répondre au projet qui le construit nous a demandé d'organiser avec eux le workshop pour pouvoir produire les 19 000 briques qui maintenant, à partir de demain, je crois, ou bientôt vont commencer, après-demain, ou lundi, bon voilà, bientôt commencer à être maçonné. Voilà. Donc, pour prouver que c'est possible de construire des matériaux, de produire des matériaux sur site, même pour des marchés publics. Alors, le dernier projet que je vais vous montrer, c'est The Wall, le mur. C'est de nouveau un projet qui montre que de travailler ensemble avec des gens qui veulent vraiment faire de l'innovation, ça permet de faire des choses assez incroyables. Donc ici, c'est un mur en pisé qui fait 15 mètres et demi de hauteur, qui n'est absolument pas stabilisé, qui a été construit donc en coopération avec Lemniscate, qui est l'entrepreneur. Le client qui est Peter Van Im, qui est en même temps un architecte, qui lui voulait vraiment un mur de pisé dans sa maison. Donc les architectes AST 707, les argilières de Reims qui depuis le début aussi étaient dans le projet, qui nous ont aidés à faire les mélanges, qui nous ont aidés à donner plus de cohésion dans notre matériau, donc à nous vendre des argiles. Et évidemment aussi un autre bureau d'ingénierie qui avait travaillé sur la tour d'observation aussi, qui s'appelle Utile, qui sont à Bruxelles. Et donc
avec cette équipe, on a eu ce challenge d'essayer de construire un mur de 15 mètres et demi de hauteur dans Pisé, sachant que l'ennemi numéro 1, donc finalement, c'était surtout tous les facteurs de sécurité que les ingénieurs nous ont donnés. Et puis après, arriver à faire une reformulation top incroyable de 3,3 MPa. Donc voilà, après avoir fait énormément de blocs, de 100 blocs de 3 différents prototypes, on est arrivé à faire ça et arrivé à convaincre notre ingénieur qu'on pouvait arriver à montrer des 15 mètres et demi. Donc voilà, c'est les ordres d'éprouvettes qu'on fait en amont sur les projets. C'est du 10-10-20. On s'est rendu compte aussi que changer la taille des éprouvettes, changer les normes, par exemple faire du 20-20 comme la norme DIN, change aussi les valeurs en MPa. Donc c'était beaucoup de choses qu'on a appris sur ce projet qui étaient assez intéressantes. Par contre, on a eu des problèmes aussi. Et ça, je vais quand même le dire, c'est que la construction en terre crue, ça reste innovant, mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire attention parce qu'on peut faire des grosses fautes. Et là, la faute, tout simplement, c'était quoi? C'était qu'on était sur l'entrepreneur a utilisé la terre, il avait plu juste avant dans le container, et donc il a damé, on va dire, 2-3 lits de terre qui étaient complètement humide, sans s'en rendre compte. Il a continué à construire par-dessus. Et le principe de liquéfaction des terres, tout a bougé et le coffrage est tombé. Donc à ce moment-là, tout le monde a eu vraiment peur. On était déjà à 5 mètres de hauteur, on avait encore 10 à faire. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vient sur chantier et tout le monde commence à réfléchir ensemble. Quelle est la raison? Parce qu'on ne savait pas évidemment que c'était ça. On se rend compte que le mur en dessous, qui lui avait déjà 3 semaines de séchage, était tout à fait intact, n'avait pas bougé d'1 millimètre. Mais alors vraiment pas de 1 ou 2 millimètres. Mais lui, il était sec. Et là, le poids du coffrage plus la terre dedans, il va avoir pour, je sais pas moi, 8-9 tonnes de matériaux. Il n'avait même pas fait bouger le mur en dessous. Donc on était certains de nous que c'est le problème. Le problème était donc de cette humidité. Et donc on a pu continuer le projet et remonter. On a réutilisé la terre aussi, puisque voilà, c'est une terre non stabilisée. On l'a retamisée, on l'a pas retamisée, mais on l'a rebroyée et puis on l'a remis en œuvre. Donc voilà, l'entrepreneur très content que ça a marché. Et voilà, quelques photos encore de la construction. Donc voilà. Alors voilà, pour revenir encore sur l'idée, c'est que je crois que construire en terre, c'est vraiment important de faire appel à notre réseau. Il y a beaucoup de gens qui ont fait plein de fautes en construction en terre, et c'est justement en faisant des fautes qu'on apprend, je crois, en avançant. Et c'est important de bien s'entourer et d'avoir tous de pouvoir construire dans la même direction pour pouvoir continuer à innover et faire des projets de plus en plus incroyables. Et donc là, nous, ce qu'on veut faire maintenant, bientôt, c'est pour laquelle on a rendu aussi un appel à subside, un Bicircular, c'est imaginer une entreprise coopérative où tous les acteurs de la construction de terre actifs pourraient en faire partie et qui pourraient vendre des mélanges prêts à l'emploi de terre crue. Puisque nous, pour l'instant, en tant que bureau d'études, ce qu'on vendait, c'était une recette, si on peut le dire comme ça, une recette de construction. Après, c'était d'autres entreprises, un petit peu différentes entreprises, celles qui vendent l'argile, l'autre qui mélange, qui se regroupent, et puis finalement, on arrive à un mélange prêt à l'emploi. Donc là, on part de l'idée de pouvons-nous vendre un mélange prêt à l'emploi reformulé, qui peut permettre de faire des enduits, du pisé, des briques ou d'autres choses. Et des terres qui seraient utilisées sur site, mélangées sur site, ou alors des terres qui viendraient des alentours, ou alors évidemment, spécifiquement pour Bruxelles, des terres qui viendraient des grands chantiers bruxellois où on serait actif, où l'entreprise de mélange serait basée et permettrait d'apprivoisonner tous les différentes demandes d'architectes et de maîtres d'ouvrage. Voilà, c'est un petit peu notre chemin. Merci.
Merci beaucoup. N'allez pas trop loin, puisque je vais inviter les différents intervenants à me rejoindre ici devant, puisqu'on arrive dans la phase débat, échange, discussion, partage. Est-ce que ça inspire l'une ou l'autre personne à poser une question, à avoir une réflexion? Ou est-ce que vous avez peut-être envie de réagir à l'intervention de l'un ou l'autre? Michel. J'avais d'abord une première question pour Madame ou Mademoiselle Van der Meeren, c'est ça? Ce projet-là au Niger, vous l'aviez eu par concours ou quel était le mode d'obtention? C'était une ONG nigérienne qui avait le soutien d'une ASBL belge et j'étais sur place et c'était... En fait, ils avaient le budget pour construire, donc le travail d'architecte n'a pas, comment dire, a été assez volontaire. C'était du volontariat, donc le budget est passé dans la construction. Vous travailliez déjà à l'époque, en Afrique. Voilà, c'est ça, j'étais sur place, oui, tout à fait. Et puis j'avais peut-être une autre question, suggestion. Quand, par rapport à M. Van der Brede, les cloisons, on voit une chose qui manque parfois dans certains projets en terre, on s'attend au projet en terre à avoir des courbes. On se dit que c'est un matériau qui est souple et qui permettrait de faire des courbes. D'où l'intérêt, a priori, de faire des cloisons courbes. Mais pour faire ces cloisons courbes, on est lié au problème du coffrage. Et une des justifications de la technique utilisée dans ce cas-ci, c'était aussi le caractère pondéreux, non pondéreux ou moins pondéreux, puisqu'il s'agissait de faire des cloisons. Alors je me posais la question, c'est peut-être j'ai entendu parler dans le passé d'une technique côté flamand qui s'appelait le lugino, qui était un mélange de scorie ou de cendré avec du plâtre, qui permettait de faire des cloisons courbes en n'ayant qu'une seule face coffrée. Donc au lieu de devoir faire un double coffrage et de le remplir par le haut, avec toujours le problème du resserrage au plafond, on fait une paroi coffrée, et puis on étend à la plâtresse ce mélange assez sec avec un treillis à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait imaginer un mélange de terre, par exemple d'argile, avec des scories, ou pourquoi pas des éléments végétaux comme des noyaux de cerises ou des coques de noix? Est-ce que ça a déjà été envisagé? Est-ce que ce serait imaginable? Non, mais... Je sais pas. Oui, je crois que c'est tout à fait imaginable, oui, certainement. Les scories, je ne connais pas, mais... Non, mais là, c'était... Évidemment, on a le fait que le plâtre fait prise rapidement, donc on dresse et la prise se fait rapidement. Est-ce qu'on peut imaginer un mélange relativement sec, avec, en tout cas, l'argile qui agglomère ces agrégats, par exemple, végétaux? On pourrait aussi travailler avec des scories. Je me demande s'il n'y aurait pas une piste, parce que ça permettrait de développer le caractère courbe, mais en n'ayant pas le problème du double coffrage, du démontage plus difficile, et surtout du remplissage par au-dessus, puisque là, on dresse. On peut aussi ne pas coffrer. Par exemple, en de la Baule, des choses comme ça, on vient juste en empilage de mottes. Mais là c'est lourd. Une des caractéristiques de la cloison, c'était pour avoir quelque chose de léger. Une variante très intéressante pour faire des murs courbes, on a fait des centaines de mètres courbes de murs courbes, c'est des blocs légers en terre paille. On a des blocs, le format 3DF ou le 2DF. C'est des sections aussi où je les maçonne latéralement, j'ai fait 4 cm. J'ai un mortier adapté à la densité, parce qu'il y a 6 sortes de densité de mortier, adapté à la densité de la bloc. Il y a des blocs de 500 kg, c'est même mélangé au liège recyclé des bouchons de verre, qui sont mélangés avec la paille. Ce genre d'innovation, c'est là. Et on va jusqu'à des blocs porteurs, pour l'instant réglementés dans la norme de 1800 kg, pour des murs extérieurs. Et là, vous maçonnez sa courbe comme vous voulez, donc de toutes les densités. Et les coffrages assez légers que nous préférons, parce qu'on est quand même un pays humide,
Comme on a entendu quand même beaucoup de pluie, et il y a beaucoup des années, c'était surtout en Flandre, c'était pas mal des murs terre-paille, c'est super, mais c'est quand même le risque de réussir à sécher. Si on a la malchance d'avoir un été comme ceci, comme aujourd'hui, on a fait des murs pisés, des maisons terre pisées légères, ça veut dire on a fait toute une construction aussi il y a 20 ans d'ici en copeaux de bois mélangés à la terre. Ça veut dire j'ai des chevreaux de bois qui sont sans l'écorce coupée et broyer le reste. Plus construire terre à bois, ça ne marche pas parce que. Et là, on a une densité de 700 kg, plus ou moins. La terre paille est un peu plus lourde et plus compacte et ça prend beaucoup plus de temps de réussir à sécher. Et à l'époque, je n'ai pas pris le risque parce que la charpente, on l'a fait au mois de février. On a fait le toit dessus. Je dis toujours, on fait une maison, c'est quand il pleut, on met le parapluie pour ne pas être mouillé. Et au printemps, on a fait tout le remplissage copeaux bois chez Argile. Et sur un délai de 2-3 mois. Mais là, on a risqué 40 cm d'épaisseur. Et pour l'instant, de mon côté, si on parle de la physique du bâtiment, j'en ai fait des études là-dessus, je ne suis pas convaincu de toute façon de PEB et tout ça, parce qu'on parle toujours d'isoler les murs thermiquement. Beaucoup de fois, on perd l'inertie. Et quand vous perdez la chaleur dans une maison, c'est uniquement 10% traverse les murs. Et 35 le toit, le reste le vitrage. Il faut beaucoup plus travailler pour la perte de chaleur dans les baies vitrées. Et là, il y a des propositions thermiques. Et dans la écologique, la logique, pour moi, c'est un peu contrarié de se tracasser trop pour les parois, pour les isoler d'ailleurs. Mais plus qu'on a la densité, plus qu'on a l'inertie et le coefficient 30%, 30% du temps et 30% mieux. Quand on laisse le soleil toucher les surfaces, si on veut. Mais c'est une interprétation en plusieurs. Mais cloisonner en paille et en argile, c'est des blocs d'adobe très grands. Et chez nous, il y aura un format assez grand pour l'instant qui est mélangé avec du chanvre, bien sûr. Et le Viscanthus aussi. On a travaillé là-dessus. C'est les forts, vous voyez bien, le Viscanthus. À moins qu'il y ait une question. Non? Ah, je vais réagir. Ce que je trouve un peu commun, en tous les cas à vos exposés, c'est qu'il y a une phase de réappropriation de la matière et d'expérimentation assez conséquente avec, comme on dit, des échecs, mais des échecs qui permettent d'apprendre et d'avancer. Sachant que on a des enjeux aujourd'hui qui sont de plus en plus urgents, on parle d'économie d'énergie, on parle de chantiers qui doivent répondre, qui doivent être vite réalisés, tout ça. Comment est-ce que vous voyez une évolution possible des normes, des exigences? On parlait des marchés publics. Comment est-ce qu'ils pourraient évoluer pour pouvoir intégrer l'architecture en terre crue? Et est-ce que ça concerne l'ensemble du bâtiment? Est-ce que ça concernerait une partie du bâtiment? Comment est-ce que vous voyez un peu les choses? Bon, on voit qu'avec la technique PyTech, il y a pas mal d'évolutions. Et pour ceux qui sont abonnés à PyTech sur Facebook, on voit que ça bouge, hein, c'est pas mal. Mais voilà, là-dessus, quelles sont vos attentes et qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme retour des décideurs qui arriveront la semaine prochaine? Il faut prescrire, quoi. Enfin, il faut que des gens osent prescrire et sortent un peu des cahiers de charges habituels. Ici, par exemple, pour l'école qu'on a pu construire, c'est uniquement parce qu'il y a une directrice d'école qui voulait absolument une école en paille. Mais si elle n'avait pas mordu dessus à fond pendant 2 ans, elle ne l'aurait jamais eu. Et donc, permettre de faire des beaux teams, par exemple, ou plus amener ça, donc comme tu disais, à pouvoir travailler, et toi aussi, directement avec l'ingénieur, l'architecte, le constructeur, l'entreprise générale, etc. Le problème, c'est que dans des marchés publics un peu classiques, il y a un cahier de charges, et puis après, il y a un entrepreneur général qui est... Et puis après, il trouve quelqu'un, quoi. Mais donc, on appauvrit, les projets sont beaucoup moins intéressants que plutôt démarrer par plutôt un concours, ou d'abord créer une équipe qui peut amener un projet,
qui va travailler ensemble, qui va amener toutes les solutions directement avec l'ingénieur, l'architecte, le constructeur et le gars qui va formuler les matériaux, et qui propose quelque chose. Et peut-être plusieurs équipes, et après on choisit là-dedans. Mais c'est beaucoup plus simple. Nous, en tout cas, tous les projets qu'on a pu faire en Beau Team sont beaucoup plus riches et plus efficients que de reprendre que d'arriver au milieu comme un cheveu dans la soupe. Voilà, par exemple. Ouais, je voulais rebondir sur un petit détail, c'est que je trouve très intéressant que l'exposition soit arrivée à Bruxelles. Et comme je le signalais au cluster éco-construction, c'est que en fait, et on en discutait avec les dernières réunions avec les acteurs de la filière terre, c'est que ce qu'ils me disaient, puisqu'ils sont plus dans le concret ici en Belgique que moi, c'est qu'a priori, s'il y a des normes qui passent au niveau européen, et vous me reprenez si je me trompe, ça veut dire qu'on ne doit pas refaire à chaque fois le travail, chaque fois national. Et voilà, l'exposition, elle est arrivée jusque en Belgique, on est à Bruxelles, et c'est clair que c'est intéressant si la semaine prochaine, il y a moyen un peu de lancer l'information et d'essayer d'aller toucher carrément voilà, les institutions européennes et tout doucement commencer à aller porter l'info jusque là-bas, quoi. Je pense que la Belgique a toujours eu un peu ce rôle-là, cet atout-là de fédérer et puis de trouver un peu les compromis entre l'Allemagne, la France et voilà. Donc ça pourrait être un peu un tremplin à partir de ce que vous avez organisé ici, quoi. Et j'étais agréablement surpris, mais est-ce que la participation d'une entreprise comme Wienerberger, qui fait plutôt de la terre cuite, est quelque chose d'encourageant? Oui, sauf que on leur a plus acheté de la terre que autre chose en fait. Mais oui, ça les intéressait en tout cas. Enfin, combien nous a coûté la terre? 4 boîtes de pralines, hein, c'est ça. Sachant qu'une entreprise comme eux, ils font, je sais pas moi, 300, énormément de mètres cubes de terre par jour. Donc quand on est venu pour leur demander un camion de 15 mètres cubes. Et est-ce qu'ils vous voient arriver comme des hippies, oui, c'est ça. Oui. Des gens absolument pas des concurrents, et même pas encore une possibilité de marché. Même pas. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les normes, je crois qu'il faut. Je crois que la terre, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à normer. Ça fait déjà depuis des années que le Cratère travaille sur la texte et essayer de regrouper énormément de personnes. Et on se rend compte que c'est dû justement à ce qu'on a un matériau qui est chaque fois différent, à chaque endroit différent. Et donc du coup, si sur la normalisation, en général, on est sur une normalisation d'un produit fini. Et on n'est jamais sur une normalisation d'un processus. Et disons, si ça, on n'arrive pas à le changer, ça va vraiment être difficile d'un jour arriver à normaliser la Terre. Enfin, c'est ce que moi je crois. Déjà, ça, c'est quelque chose qui doit changer. Mais d'un autre côté, ça ne doit pas nous faire peur, nous, architectes ou maîtres d'ouvrage ou entrepreneurs. Il faut juste y aller, quoi. On n'est pas obligé d'utiliser des matériaux qui sont tout à fait normés. Je veux dire, on peut aussi prendre des risques soi-même en tant qu'entreprise, on a des assurances aussi et on peut construire. Donc pour l'instant, c'est un petit peu je crois la même façon de faire qu'on utilise, mais je crois que c'est la seule manière pour pouvoir commencer à faire des bâtiments qui peuvent prouver que c'est possible de construire en terre maintenant et pas depuis pas les mêmes bâtiments qu'on faisait il y a 3000 ans. Et puis après, justement, en parallèle, trouver des personnes qui sont intéressées de faire des doctorats et de continuer la recherche pour pouvoir arriver à normaliser la terre pour qu'elle soit plus utilisée dans beaucoup plus de bâtiments. Et est-ce qu'il y a là aussi, pas un conflit, mais une opposition entre technique artisanale et technique industrielle ou d'industrialiser qui permet justement d'intégrer des normes. Et est-ce que là, alors la terre crue, de par toute l'expérimentation qu'on a vue, est-ce qu'on peut envisager à un moment une industrialisation du processus de fabrication, un peu comme l'a montré Monsieur Loiret juste avant, où pour pouvoir être économiquement rentable, oui, on doit passer sur une plus grande échelle d'industrialisation, c'est sûr. Mais
au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pas, à mon avis, une façon pour les grandes entreprises d'arriver à faire du capital. Et donc, du coup, il y a moins d'intérêt de faire des normalisations. Mais j'espère justement que ça va changer. C'est bien justement de pouvoir commencer à faire des grands projets pour pouvoir montrer que c'est possible. Justement, à propos de cette question de normalisation, enfin là je prends mon point de vue d'ingénieur qui est évidemment relativement inquiet par rapport à la responsabilité qu'on est censé prendre. Mais justement, donc c'est une question pour toi Nicolas. Est-ce que peut-être on peut illustrer ça sur le deuxième projet, je pense que tu as présenté. Donc tu avais dit qu'il y a une série de murs en pisé, dont au moins un en tout cas était porteur. Comment ça s'est passé à ce moment-là, la prise de responsabilité? Est-ce que c'est juste le client qui assigne quelque part une décharge vis-à-vis de l'ingénieur, ou comment ça s'est passé pour cette prise de responsabilité sur la stabilité du bâtiment? Non, en fait, à ce moment-là, en tant que consultant, on a cherché un matériau, on a fabriqué un matériau qui tenait 2,2 mégapascal, ou je ne sais plus combien c'était exactement à ce moment-là. Et donc on a fait plusieurs éprouvettes, plusieurs mélanges. On les a mis devant, on les a montrés à notre ingénieur stabilité. Lui a choisi son matériau. Il dit voilà, ce matériau doit tenir cette valeur en compression. Et donc voilà, à nous après de mettre en œuvre, de fabriquer ce matériau sur site, de le mettre en œuvre et d'avoir la même valeur en compression. Donc après, si en effet on avait eu un litige ou eu un problème, qui est responsable? C'est une bonne question. Mais probablement nous, en premier. Moi, c'est comme ça que je la vois, puisque finalement l'ingénieur, lui, il a juste validé un matériau qui tenait soi-disant une valeur en compression, et voilà. Donc je crois que l'ingénieur, il prend pas tellement de risques. C'est juste nous qui sommes complètement idiots et prenons énormément de risques, en fait, c'est tout. Oui, ça va, je suis rassuré. Non, mais... non, je rigole. Mais c'est vrai que ça repose effectivement la question du coup des tests dont tu as un peu parlé, de se demander quelle serait vraiment une manière efficace et en même temps économique de faire suffisamment de tests sur quelle taille d'échantillon aussi. Donc il y a vraiment la question des protocoles de test effectivement qui revient. C'est super important parce qu'on s'en est rendu compte sur le mur. C'était vraiment fou. On parle parfois si on prend par exemple les briques qu'on a fait à Edegem et qu'on les mettait comme ça dans la presse, bien sûr qu'elles tenaient même son non stabilisé. Vu la surface, elle faisait du 18 38, je crois, enfin 19 38. Et si on met ça sous presse, ça tient 6, 7, 8 mégapascal. Après, si on la coupe en morceaux de 10-10 et qu'on la met dans la presse, ça tient plus que 3 ou 2,5. Et donc, on a vraiment des différences. Il y a même un paper qui a été fait sur la chose, où il avait construit une éprouvette de, je sais plus, moins de 50 sur 60, et il tenait 120 mégapascal. Ah oui. Même si la valeur mégapascal est normalement une compression sur 1 cm², donc normalement, ça devrait avoir aucune influence sur la grandeur de l'éprouvette, mais ça en est énormément. Donc c'est important justement de travailler là-dessus. Et quelle est la réalité? On ne sait pas exactement. Ah oui, donc une suggestion pour d'autres travaux de recherche effectivement en Polytech par exemple. Ouais. Deux petites questions techniques pour vous. Premier projet, vous avez le petit relais de chasse là, avec des murs à fruits. Au point de vue érosion, qu'est-ce que ça n'a pas posé de problème? Si. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui. On l'a laissé éroder d'abord, et puis après le client nous a téléphoné, il n'était pas content évidemment. Puis on est arrivé sur site et on a en effet, le mur à fruits donc a pris énormément d'eau. Donc, si on voit en coupe, c'est un triangle. Hein, et ce qu'on pouvait voir, c'était vraiment le triangle où l'eau pouvait s'infiltrer, qui était complètement embourbée d'eau et qui même commençait à avoir de la mousse qui commençait à grimper dessus. Et donc, du coup, par contre, on avait pensé déjà en amont que ce mur allait quand même prendre plus. Donc, celui-là a été stabilisé à la chaux. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a nettoyé au Karcher. Puis après, on a utilisé un produit, à mon avis, semi-chimique qui s'appelle silosiloxane pour pouvoir le remettre. Par contre, ce que je veux dire aussi maintenant, c'est que tous les autres murs qui sont droits, qui sont en pisé reformulé, où il y a peut-être, je crois,
2% d'argile dans le mélange, même pas, ou 1%, qui est juste un empilement de grains, rien d'autre, un château de sable, un grand château de sable en fait. Et non, pratiquement pas érodé, hein, toujours pas. Et on n'est pas sur un pisé de Martin Rauch, où on est sur un pisé qui est graveleux, qui permet justement de ralentir l'érosion. Non, c'est un truc super lisse, et il n'a toujours pas érodé. Donc, à mon avis, il y a plusieurs écoles pour faire du pisé aussi. Hein, donc ça, et alors, ma deuxième question, dans le deuxième projet, justement, vous avez votre mur porteur qui vient sous une poutrelle, là, hein, donc ouais. le resserrage, là, vous l'avez fait en béton. Oui, oui, bien sûr. Ah d'accord, je peux y aller alors. Mais voilà, c'était pour un peu en complément ça. Je travaille aussi en Afrique dans une technique de la brique de terre compressée, stabilisée ou non. Et là, on a fait beaucoup d'erreurs. Hein. C'était dans le bâtiment public, on a essayé aussi de se priver de toit, etc., etc. Et donc, on a fait beaucoup d'erreurs. Et ce que j'ai peur un petit peu, en voyant un petit peu certaines de vos réalisations, notamment revenir en pisé ou c'est le fort là qui était du pisé très haut, hein, à l'extérieur. Et vous avez très peu de recul, en fait, vous avez 2-3 ans de recul là-dessus. Et je ne vois pas pourquoi souvent le pisé est associé à une construction qui a pratiquement pas de couverture. Vous n'avez pas de débord, vous n'avez rien pour protéger ces murs. Et est-ce que, c'est une réflexion que j'ai, est-ce que vous n'avez pas peur par ce type de construction qui est peut-être trop rapide? Il y a des recherches qui sont faites sur les biopolymères, etc. Est-ce que c'est pas mieux de laisser faire aboutir ça et pour l'instant, de prendre un petit peu de précaution et de couvrir correctement les bâtiments? Hein, ça, c'est ce que j'ai peur, parce que c'est peut-être une contre-publicité qui va être faite avec un matériau. Oui, c'est tout à fait juste, hein, vous avez raison. Maintenant, ce qui est pas le mur que vous avez vu de 15 mètres de haut, c'est un mur intérieur. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est en effet un bâtiment qui est très peu protégé, qui au final a quand même été stabilisé aussi. Donc du coup, il va quand même mieux tenir, on va dire, aux intempéries. Mais oui, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas donner une mauvaise image aux matériaux, parce qu'on voit que ça peut vite être dangereux. Maintenant, d'un autre côté aussi, s'il y a personne qui commence un petit peu à avancer et de montrer que c'est possible, on n'avance pas dans l'innovation. Des personnes comme Martin Rauch, je ne veux pas savoir le nombre d'erreurs qu'il a dû faire sur tout son chemin pour arriver où il en est maintenant. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'a jamais capitalisé ça dans un livre, parce que ça, ce serait un truc intéressant à lire. Mais je crois justement que c'est important d'aller et de faire ça, d'innover aussi, qu'il y ait certains d'entre nous qui le fassions. Sinon, on n'y arrivera jamais. Voilà. Enfin, c'est le genre de discussion qu'on a souvent, surtout par exemple sur les sols en pisé, qui sont des sols qui sont très fragiles, mais qui sont super intéressants, où là on parle de maintenance, parce que finalement, vous dites, voilà, ce mur, et cette bâtisse qui est quand même assez... les intempéries peuvent arriver facilement, mais on a quand même 80 cm de mur. Donc avant que le bâtiment disparaisse complètement, ça va prendre du temps. On aura le temps aussi de pouvoir s'en rendre compte et d'éventuellement faire des réparations. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut faire ça, des réparations. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Mais on n'est pas sur une habitation non plus, hein. Donc on est en milieu naturel, il y a des animaux qui passent autour. Donc, enfin, je veux dire, on est quand même sur une autre sorte de bâtiment aussi. Donc je crois qu'on peut se permettre aussi. Je crois que les architectes ont aussi bien pensé. Ils ont fait une plainte en béton qui fait quand même, je crois, 1,50 m, 1,60 m, justement pour penser aux animaux qui passent, qui pourraient frotter, possibles inondations aussi.
Donc c'est quand même pensé, mais c'est vrai que est-ce que ce bâtiment va tenir 20, 30, 50, 60 ans? La dernière réflexion, juste parce que sinon je donne ma même un exposé. Oui, c'est d'accord. Je voulais juste dire, on parle beaucoup de Martin Rauch, il ne faut pas oublier non plus, il y a 25 ans d'ici, on a travaillé ensemble les murs pisés. D'ailleurs, Martin Rauch était importateur pour l'Autriche pour les produits Clétec. D'ailleurs, souvent les gens ne le savent pas. Ce qu'on oublie dans la salle, on est en Belgique, on parle toujours des références Martin Rauch. Il a fait beaucoup de gaffes, c'est clair, il était épuisé à faux. Mais le climat d'Autriche, c'est autre chose que chez nous. On a un climat beaucoup plus sec, ça concerne la construction de bois, ça concerne les puits canadiens, on confond trop des choses. Une pompe à chaleur en Autriche marche beaucoup mieux qu'ici. Il faut faire la distance entre Autriche et chez nous. Une référence à Martin Rauch, les murs pisés qu'il fait là-bas, souffre beaucoup moins que chez nous. Chez nous, c'est le gel qui rattrape l'eau qui est là-dedans. Et c'est incroyable. On a fait des workshops à 15 pays chez moi. On a fait des murs de jardin porteurs. Ils se sont écroulés. Depuis lors, je ne fais plus jamais un bâtiment extérieur en Belgique. Mais on a des surfaces. On a fait des beaux bâtiments pur visés encore dernièrement. Mais le risque, en effet, comme monsieur le dit, pour la garantie des gens et tout ça, c'est quand même... On est en Belgique, on est un terrain humide, on a le colobage et le torchis. Et l'argile était toujours portée par le bois, historiquement. Pardon que j'intervienne. Donc, en guise de conclusion, n'oublions pas ce que nos anciens faisaient, inspirons-nous de ça, et puis essayons d'aller pas trop vite, sinon on risque de faire pire que bien. Je vous remercie pour votre participation, je vous remercie également pour vos interventions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pas ici, à Greenpeace, pour la 3e conférence avec les décideurs. Merci.